La pluie tombait sans répit sur Lyon en cette fin d'après-midi d'octobre. Le ciel, lourd et gris, pesait sur la ville comme un couvercle. Les passants pressèrent le pas, emmitouflés dans leurs manteaux, certains luttant contre le vent qui balayait les avenues. Julien Morel, 34 ans, roulait prudemment à travers les rues détrempées du quartier de la Croix-Rousse, son vieux utilitaire blanc bringue-ballant à chaque nid de poule. Julien travaillait pour une petite société de livraison locale. Ce n'était pas le métier de ses rêves, mais il l'acceptait avec résignation. Ce jour-là, il était en retard pour sa dernière livraison. Le GPS le menait à un immeuble modeste du quartier de la Guillotière, mais une déviation soudaine l'obligea à changer d'itinéraire. Alors qu'il longeait une rue bordée de platanes, il aperçut une silhouette sous un auvent d'arrêt de bus, mal abritée par la bâche trouée qui claquait dans le vent. C'était une femme. Elle tentait tant bien que mal de protéger une liasse de papier contre la pluie battante. Ses cheveux sombres, détachés, collaient à son visage. Elle ne portait ni parapluie, ni manteau épais, juste une veste de tailleur détrempée. Julien ralentit sans réfléchir. Ce n'était pas un quartier où les gens restaient immobiles sous la pluie, à moins d'avoir un vrai problème. Il gara le fourgon quelques mètres plus loin, coupa le moteur et descendit, l'eau glacée s'infiltrant instantanément dans ses chaussures. Il s'approcha lentement. « Vous allez bien ?» demanda-t-il, haussant la voix pour couvrir le bruit des gouttes frappant le bitume. La femme leva les yeux vers lui. Son regard était vif, mais quelque chose dans son expression trahissait une fatigue profonde. Elle hocha la tête sans un mot, tenant fermement ses documents contre elle. « Vous attendez quelqu'un » insista-t-il, inquiet de la voir trembler. Elle hésita puis secoua la tête. Julien désigna son fourgon d'un geste du menton. « Je peux vous déposer quelque part. Ce n'est pas prudent de rester ici, surtout sous cette pluie. » La femme sembla mesurer ses options. Elle jeta un œil à la rue vide, puis à Julien, et finit par faire un pas vers lui. Toujours sans parler, elle entra à l'arrière du véhicule, prenant soin de ne rien dire, de ne pas mouiller davantage que nécessaire l'intérieur du camion déjà humide. Julien remonta à sa place, remit le moteur en marche et alluma le chauffage. « Vous pouvez me dire où vous allez ?» demanda-t-il, jetant un coup d'œil dans le rétroviseur. Sa voix se voulait rassurante. Elle murmura alors une adresse à peine audible, située dans le 6e arrondissement. Julien la reconnut immédiatement. Un quartier huppé, réputé pour ses immeubles haussmanniens et ses avenues silencieuses. Il ne posa pas de questions. Il n'était pas du genre curieux et il sentait que la femme avait besoin de silence plus que de conversation. Le trajet se fit sans un mot. Les seules choses que l'on entendait étaient le ronron du moteur et le cliquetis irrégulier des essuie-glaces. De temps en temps, Julien jetait un coup d'œil dans le rétroviseur. La femme fixait ses genoux, ses documents posés sur ses jambes. Elle paraissait ailleurs, mais pas absente, comme si elle réfléchissait à toute vitesse sans pour autant vouloir partager ses pensées. Il fallut un peu plus de 20 minutes pour rejoindre l'adresse indiquée. Julien ralentit devant un portail en fer forgé, orné d'un petit blason discret. Une villa ancienne, élégante mais sans ostentation, se dessinait derrière une rangée de cyprès. Il n'avait jamais eu de raison de livrer par ici. Il s'arrêta sans couper le moteur. « Voilà », dit-il doucement. Elle leva enfin les yeux vers lui, comme surprise d'être déjà arrivée. Elle ouvrit la porte, puis s'arrêta, se tournant légèrement vers lui. « Merci », murmura-t-elle. Un merci simple, sans fioriture, mais empreint d'une sincérité qui frappa Julien. Il hocha la tête en guise de réponse. Elle referma la porte, traversa l'allée sans se retourner et disparut derrière le portail qui s'ouvrit automatiquement à son approche. Julien resta quelques secondes immobile. Il ne connaissait même pas son nom. Une femme bien habillée, seule sous la pluie, dans un quartier isolé. Il se demanda ce qu'elle faisait là, qui elle était et pourquoi elle avait semblé si bouleversée. Mais bientôt, les klaxons derrière lui le ramenèrent à la réalité. Il reprit la route, regagna le centre-ville et reprit sa tournée. Les gouttes coulaient toujours le long des vitres, mais Julien n'y prêtait plus attention. Ce bref moment, ce geste sans importance apparente, s'était gravé en lui. Il ne le savait pas encore, mais cette décision de s'arrêter ce jour-là allait bouleverser sa vie entière. Les jours suivants passèrent avec la régularité d'un métronome. Julien enchaînait les livraisons dans son fourgon cabossé, sillonnant Lyon du matin au soir. Les quartiers défilaient devant son pare-brise, chacun avec ses visages, ses sons, ses urgences. Mais malgré la routine et la fatigue, une image restait accrochée à son esprit,
comme une éclaboussure sur une vitre qu'on ne parvient pas à nettoyer. Celle de la femme qui l'avait aidé sous la pluie. Le souvenir de son regard, de sa voix basse, de son silence presque pesant, ne cessait de revenir au hasard des rues, des visages croisés, des moments d'attente au feu rouge. Julien n'en avait parlé à personne. Ce n'était pas le genre d'histoire qui se raconte entre deux cafés dans l'arrière-boutique d'un entrepôt. Et puis, il n'avait rien de concret à dire. Une femme en détresse, un geste instinctif, un merci et une porte qui se referme. Pourtant, cette scène si simple avait laissé une impression étrange, comme si quelque chose s'était joué là, quelque chose d'à peine perceptible mais fondamental. Ce qu'il n'arrivait pas à oublier, c'était ce trajet silencieux. Dans son métier, Julien avait l'habitude de transporter des gens ou de croiser des clients bruyants, pressés, familiers. La plupart engageaient la conversation, parlaient de la pluie, de la ville, de tout et de rien. Cette femme, elle, n'avait presque pas bougé, à peine parlé. Et pourtant, sa présence remplissait l'espace. Julien avait eu le sentiment qu'elle portait quelque chose de lourd, pas physiquement, mais moralement, un fardeau invisible. Il se rappelait précisément la manière dont elle tenait ses documents, comme si elle cherchait à les protéger non seulement de la pluie, mais aussi du monde. L'eau avait trempé les coins des feuilles, et pourtant, elle ne semblait pas vouloir lâcher prise. Julien, par instinct, n'avait pas osé poser de questions. Il avait appris au fil des années que certaines personnes n'attendent pas qu'on les interroge, mais simplement qu'on les accompagne en silence. Le 6e arrondissement de Lyon n'était pas un endroit qu'il fréquentait souvent. Trop éloigné de ses tournées habituelles, trop calme, trop feutré. Lorsqu'il avait déposé la femme devant cette villa aux volets clos et au jardin impeccablement taillé, il avait ressenti un curieux contraste. Elle n'avait pas l'apparence d'une résidente de ce type de quartier. Ou peut-être que si. Il ne savait plus. Peut-être que la pluie changeait la manière dont on perçoit les gens. Durant les 2 nuits qui suivirent, Julien rêva d'elle sans le vouloir. Pas de manière romantique. Il n'était pas ce genre d'homme, et l'idée même lui semblait absurde. Mais dans ses songes, il revivait la scène sous la pluie, avec les mêmes détails, les mêmes silences. Parfois, elle parlait, mais il n'entendait pas ce qu'elle disait. D'autres fois, elle disparaissait avant même de monter dans le fourgon. Il se réveillait alors avec un étrange sentiment d'inachevé. Le 3e matin, alors qu'il s'habillait dans sa petite cuisine en écoutant distraitement les informations locales à la radio, ses pensées retournèrent une fois de plus à ce moment. Il s'en voulait un peu de s'y attacher autant. Après tout, il y avait des gens bien plus mal en point qu'elle chaque jour dans les rues de la ville. Il en voyait régulièrement des sans-abri, des personnes âgées esselées, des jeunes en errance. Pourtant, ce n'était pas la détresse visible de la femme qui l'avait marquée, mais ce qu'elle avait tenté de cacher. Julien vivait dans une résidence modeste du quartier de Gerland, dans le sud de Lyon, un ancien immeuble de cheminots, reconverti en logements sociaux. Rien d'exceptionnel, mais propre et calme. Il connaissait la plupart de ses voisins, échangeait quelques mots avec le boulanger du coin, saluait l'épicier d'un geste de tête. Sa vie était simple, sans éclat, mais il s'en contentait, jusqu'à ce que cette rencontre sous la pluie vienne perturber cet équilibre fragile. À l'entrepôt, personne ne remarqua qu'il était plus silencieux que d'habitude. On lui donna les bons de livraison, il chargea son camion comme chaque matin et prit la route sans plus penser à ses collègues. Mais alors qu'il roulait sur l'avenue Berthelot, il fut surpris de ralentir instinctivement devant l'arrêt de bus, où il l'avait vu pour la première fois. L'auvent était vide, les feuilles mortes s'y entassaient, et la pluie avait laissé place à un ciel pâle. Il accéléra de nouveau, secouant la tête comme pour chasser un souvenir. Ce silence, celui du trajet, celui de la femme, celui qu'elle avait laissé dans son esprit, n'était pas seulement l'absence de mots. C'était un message, ou du moins il en avait l'intuition. Julien, homme de peu de mots lui-même, n'était pas étranger à ces langages muets. Parfois, ce qu'on ne dit pas a bien plus de poids que 1000 discours. Et puis, il y avait ce détail qu'il ne pouvait ignorer, l'adresse. En arrivant ce jour-là, il avait noté mentalement le numéro et la rue, presque machinalement. L'habitude du livreur, sans doute. Mais depuis, cette adresse lui revenait souvent à l'esprit. Il avait même songé à y repasser, sans raison valable. Il s'était ravisé, bien sûr. Il n'était pas un curieux, encore moins un importun. Elle ne lui avait rien demandé, et il n'attendait rien d'elle. Mais ce silence, ce trajet, ce regard échangé dans le rétroviseur, cela restait là, comme une pierre dans sa chaussure.
Le soir, en rentrant chez lui, Julien monta les escaliers lentement, les jambes lourdes. Avant d'entrer, il s'arrêta un instant sur le palier, contemplant la pluie qui recommençait à tomber doucement. Une pluie fine, presque discrète. Il pensa à ce qu'aurait été sa journée s'il n'avait pas pris le temps de s'arrêter pour cette femme. Rien n'aurait changé, et pourtant tout lui semblait différent. Il ne le savait pas encore, mais ce silence, loin de se dissiper, allait bientôt trouver un écho inattendu. Une réponse qu'il n'avait jamais cherchée, mais qui viendrait le trouver sans prévenir. Et il n'aurait aucun moyen de s'y préparer. Le troisième matin, après l'incident sous la pluie, s'annonçait ordinaire. Julien s'était levé à 6h30, comme chaque jour de semaine. Il avait avalé un café trop chaud, sans sucre, en feuilletant distraitement les nouvelles sur son téléphone, puis avait enfilé sa veste de travail. Il faisait frais ce matin-là. Le ciel restait bas, annonçant une nouvelle journée grise, peut-être pluvieuse. Mais Julien, sans trop savoir pourquoi, ressentait une tension diffuse, un léger inconfort qu'il ne parvenait pas à nommer. Il ouvrit la fenêtre de son petit salon pour aérer la pièce avant de partir. C'est alors qu'il entendit un bruit qui ne cadrait pas avec son environnement habituel, le ronronnement grave et feutré d'un moteur, mais pas n'importe lequel. Ce n'était pas celui des voitures usées que ses voisins conduisaient, ni celui des utilitaires qui sillonnaient les rues du quartier à longueur de journée. C'était un son plus profond, plus précis, celui d'un véhicule de luxe, impossible à ignorer pour qui en avait déjà entendu un de près. Intrigué, Julien s'approcha du rebord de la fenêtre et baissa légèrement la tête pour voir la rue. Garée juste devant son immeuble, au ras du trottoir, se trouvait une berline noire aux lignes impeccables. Une peinture brillante, des vitres teintées, des jantes chromées, tout dans ce véhicule tranchait radicalement avec la modestie du quartier. Il n'y avait aucune raison logique pour qu'une telle voiture se trouve là, à cette heure matinale. Julien fronça les sourcils. La curiosité le poussa à observer davantage. Il reconnaissait vaguement le modèle, une berline allemande haut de gamme, certainement neuve. Le moteur tournait toujours au ralenti, comme si le conducteur n'avait pas l'intention de stationner longtemps. Plusieurs voisins sortirent de leurs immeubles, certains jetèrent un coup d'œil au véhicule, d'autres passèrent sans prêter attention. Mais Julien, lui, restait figé. Il avait un pressentiment qu'il n'aurait su expliquer. Puis, lentement, comme dans une scène au ralenti, la vitre arrière droite du véhicule commença à descendre. Julien retint son souffle. Ce qu'il vit alors le figea complètement. Assise à l'arrière, les traits détendus mais concentrés, se trouvait la femme qu'il avait prise en voiture 3 jours auparavant. Elle le regardait droit dans les yeux, comme si elle avait parfaitement prévu l'instant. Même à cette distance, Julien reconnut ses yeux clairs, sa posture, ce calme presque dérangeant qu'elle portait en elle. Elle ne souriait pas, mais son expression n'était ni froide, ni hostile. Elle semblait simplement présente, intensément. Julien recula de quelques pas, comme s'il venait de toucher un courant électrique. Il ferma la fenêtre d'un geste nerveux, recula encore, puis s'assit brusquement sur le bord de son canapé. Il sentait son cœur battre plus vite. Comment avait-elle su où il habitait? Pourquoi était-elle revenue? Et surtout, que venait-elle faire là, dans ce quartier oublié des plans d'urbanisme? Il resta assis un long moment, les coudes sur les genoux, les mains jointes. Il ne savait pas s'il devait descendre ou attendre qu'elle parte. Était-ce une coïncidence? Une erreur? Mais non, elle l'avait regardé droit dans les yeux. Il ne pouvait pas nier l'évidence. Elle était venue pour lui. Et pourtant, elle n'avait laissé aucun indice, aucun mot, rien. Finalement, après quelques minutes de lutte intérieure, Julien se leva, attrapa ses clés et descendit les 3 étages de son immeuble sans prendre l'ascenseur. Le béton froid sous ses semelles semblait accentuer la tension dans sa poitrine. Il ouvrit la porte du hall et s'avança lentement vers la voiture, toujours stationnée au même endroit. La vitre arrière était désormais complètement baissée. La femme le suivait du regard sans dire un mot. Arrivé à sa hauteur, Julien s'arrêta. « Bonjour » dit-il, sa voix un peu hésitante. Elle acquiesça d'un mouvement de tête. « Bonjour, monsieur Morel » répondit-elle d'un ton neutre, presque administratif. Julien cligna des yeux. Elle connaissait son nom. Il ne l'avait pourtant jamais donné. Il se redressa légèrement sur la défensive. « Vous savez où j'habite et qui je suis. Mais moi, je ne sais toujours rien de vous. » Elle sourit alors. Un sourire léger, poli, presque imperceptible. « C'est précisément pour cela que je suis venu. » Un silence tendu s'installa. Le moteur tournait toujours,
et personne dans la rue ne semblait prêter attention à leur échange. La femme baissa les yeux un instant, comme pour chercher ses mots, puis les releva vers lui avec assurance. « Je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Je m'appelle Claire Delaunay. Je dirige une entreprise d'architecture basée à Paris. J'étais à Lyon pour une réunion. Mais ce soir-là, sous la pluie, j'étais là pour une autre raison. » Julien resta muet. Le nom ne lui disait rien, mais la manière dont elle le prononçait, le ton posé, la justesse dans sa voix, tout en elle respirait une forme de contrôle, d'assurance qu'on ne joue pas. « Vous m'avez aidé sans rien demander, pas même mon nom. Pas de questions, pas de jugement. Cela n'arrive plus très souvent, monsieur Morel. » Il fronça les sourcils. « J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait. » Elle secoua la tête doucement. « Non, justement, non. C'est bien pour cela que je suis ici. » Julien regarda brièvement autour de lui, puis de nouveau vers elle. « Et maintenant, vous attendez quoi de moi ?» Claire le fixa longuement, comme si elle évaluait sa réaction, sa résistance. « Rien que vous ne soyez prêt à offrir. Je ne viens pas vous proposer un contrat ou une faveur déguisée. Je vous dois un dîner au minimum. » Julien haussa les épaules, dérouté. « Un dîner ? À Paris. J'insiste. Pas ce soir, pas demain, mais bientôt. Je vous ferai parvenir une invitation. Vous n'avez qu'à me dire oui ou non, mais je préfère vous prévenir. Il ne s'agira pas simplement de partager un repas. » Julien sentit la tension monter en lui. Il n'aimait pas les zones d'ombre. Il préférait les mots simples, les gestes clairs. Cette femme, si directe dans son attitude, mais si énigmatique dans ses intentions, le mettait mal à l'aise. Et pourtant, il ne sentait aucune hostilité, aucun piège, seulement une logique qu'il ne comprenait pas encore. « Vous n'avez toujours pas dit pourquoi, dit-il après un moment. » Claire inclina la tête, ses yeux cherchant les siens. « Parce que je n'ai pas oublié ce que ça fait d'être seule sous la pluie, avec personne pour s'arrêter. » Puis elle fit un geste discret de la main. La vitre se releva lentement. Julien recula d'un pas. Le moteur rugit légèrement et la voiture s'éloigna, sans bruit, s'intégrant au flot de véhicules matinaux. Julien resta là, figé sur le trottoir. Dans sa main, un petit carton discret qu'elle lui avait tendu juste avant de refermer la vitre. Il le regarda, il y avait son nom, Claire Delaunay, suivi d'un numéro personnel. Aucun logo, aucune mention d'entreprise. Un dîner à Paris, et bien plus que cela, visiblement. Julien, sans le savoir, venait de franchir un seuil invisible. Julien n'avait pas l'habitude des gestes élégants, des cartes personnelles glissées dans la main, ni des invitations à dîner venant de femmes sorties d'un monde qui n'était pas le sien. Depuis 3 jours, il vivait avec un écho étrange dans la poitrine, comme si chaque événement ordinaire de sa vie venait désormais avec une ombre nouvelle, discrète, mais toujours présente. Ce carton avec le nom de Claire Delaunay était posé sur la petite étagère près de son téléphone fixe, et il le regardait souvent sans le toucher, comme si le simple fait d'y penser suffisait à troubler le calme précaire de ses journées. Le lendemain matin, Julien reprit sa routine, mais l'idée de cette femme, de cette voiture, de cette apparition contrôlée, continuait à l'accompagner. Le souvenir de ses paroles, ce ton mesuré, cette manière d'affirmer qu'elle n'était pas là par hasard, s'accrochait à lui avec une insistance nouvelle. Elle lui avait promis une invitation. Julien ne savait pas quand ni comment, mais il sentait que ce n'était pas une phrase en l'air. Ce genre de personne ne faisait rien à moitié. Il n'eut pas à attendre longtemps. 3 jours plus tard, en rentrant chez lui après une journée chargée, il trouva dans sa boîte aux lettres une enveloppe sans logo, épaisse et rigide. L'écriture sur le devant était fine, propre, presque calligraphiée. À l'intérieur, une simple carte noire sur papier de grande qualité avec quelques mots écrits à la main. Le samedi 22, à 20h, restaurant Le Méridien, Paris. Une table est réservée. Claire Delaunay. Julien resta longtemps immobile dans le couloir de l'immeuble, la carte à la main. Il n'avait jamais été invité dans un restaurant de ce niveau. Il chercha rapidement sur son téléphone. Le Méridien était un établissement réputé, discret, fréquenté par des figures politiques et des chefs d'entreprise. Il hésita. Il n'avait rien à se mettre pour une telle occasion. Il ne savait même pas comment se comporter dans un lieu pareil. Mais quelque chose en lui, plus fort que le doute, le poussa à accepter. Le samedi arriva et Julien monta dans un train en direction de Paris, vêtu de son unique veste noire, propre mais usée. Il n'essaya pas de deviner à quoi s'attendre. Il savait seulement qu'il devait y aller.
À son arrivée dans la capitale, il prit le métro jusqu'à l'adresse indiquée. Le restaurant se trouvait dans une rue calme, à l'écart des circuits touristiques. Un voiturier l'accueillit sans poser de questions, comme si son nom avait été noté. À l'intérieur, l'atmosphère était feutrée, presque confidentielle. Les tables étaient espacées, la lumière tamisée, et les conversations semblaient murmurées à dessein. Claire était déjà là, assise à une table au fond de la salle. Elle portait un tailleur sombre, simple mais impeccable. En le voyant, elle se leva légèrement, lui tendit la main. « Merci d'être venu, Julien. » Il s'assit, mal à l'aise mais déterminé à ne pas se laisser intimider. « Je ne comprends toujours pas très bien ce que je fais ici. » Claire lui fit signe d'attendre, puis commanda 2 verres d'eau pétillante. Elle semblait parfaitement à l'aise, comme si elle avait déjà tout prévu. Lorsqu'elle parla de nouveau, ce fut sans détour. « Je ne cherche ni romance ni reconnaissance. Ce dîner n'est pas un remerciement déguisé. Il y a autre chose. Ce jour-là, sous la pluie, vous m'avez offert quelque chose qu'on ne reçoit plus souvent. Un geste sans calcul. Et cela a résonné plus fort que vous ne l'imaginez. » Julien resta silencieux. Il ne voulait pas répondre par une formule vide. Il voulait comprendre. Claire continua, posant ses mains à plat sur la table. « Je suis à la tête d'un grand groupe d'architecture. Nous travaillons sur des projets publics, privés, en France et à l'étranger. C'est un environnement exigeant, compétitif, où tout est codifié. Depuis quelque temps, je développe un projet personnel en marge de l'entreprise. Un projet qui n'a pas encore été annoncé, ni même présenté à mes associés. Mais il nécessite quelque chose que je ne peux pas trouver dans mon cercle habituel. » Julien fronça les sourcils, intrigué. « Et vous pensez que je pourrais vous aider ?» Claire acquiesça, le regard fixe. « Oui, pas en tant qu'expert, ni comme employé. J'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir une confiance absolue. Quelqu'un qui n'a rien à gagner, ni à perdre dans ce projet, mais qui comprend ce que c'est que de tendre la main, sans attendre de retour. J'ai vu ça en vous. » Julien se redressa légèrement sur sa chaise. Il se méfiait des discours trop flatteurs, des grands projets qu'on ne nomme pas clairement. Et qu'est-ce que ce projet implique exactement? Claire prit une inspiration, puis parla d'un ton plus bas. « Pour l'instant, je ne peux pas tout vous dire. Il s'agit d'un lieu que je suis en train de faire construire, loin d'ici. C'est encore confidentiel, mais je veux que vous y participiez. Pas comme ouvrier, comme présence de confiance, comme observateur, comme lien humain avec ceux qui vont faire vivre ce lieu. » Julien hésita, pensif. Il ne comprenait pas tout, mais une chose était claire. Elle ne lui proposait pas un emploi, mais un rôle inhabituel, flou, mais chargé de sens. Il avait passé sa vie à suivre des consignes, à exécuter, à livrer des colis d'un point A à un point B. Et voilà qu'on lui proposait, sans condition apparente, de faire partie d'un projet à visage humain, sans performance, sans obligation de résultat. Vous me proposez de partir où? Pour combien de temps? 2 semaines. C'est une première étape. Vous n'avez rien à perdre à essayer, et si à la fin vous décidez de ne plus jamais me revoir, je le respecterai sans poser de questions. Julien croisa les bras, réfléchissant. Il sentait que ce moment n'avait rien d'un piège. Il n'y avait aucun mystère mystique, aucune aura ésotérique. Seulement une femme puissante, lucide, qui avait trouvé en lui quelque chose d'utile à son projet. Pas une compétence, mais une attitude. Il regarda autour de lui. Le restaurant continuait à vivre dans une bulle de silence et d'élégance. Il se sentait déplacé ici, mais pas illégitime. Il regarda Claire dans les yeux. « D'accord, 2 semaines. Je viens. Mais si je sens que ce n'est pas honnête, je pars. » Claire acquiesça immédiatement. « Parfait. Nous partons lundi. Je vous enverrai les détails. Un chauffeur viendra vous chercher. » Elle se leva, et Julien comprit que le dîner était terminé. Pas de dessert, pas de formalité. Il sortit avec elle, la salua devant le restaurant, puis la vit disparaître dans une voiture aussi discrète que la précédente. Sur le chemin du retour, dans le train de nuit, Julien ne parvenait pas à dormir. Il n'était pas nerveux, juste éveillé. Quelque chose s'était déplacé dans sa vie, et il venait d'accepter de le suivre. Le dimanche qui suivit son dîner à Paris, Julien resta enfermé chez lui. Il n'avait parlé de son voyage à personne, ni à ses collègues, ni à ses voisins, ni même à son frère qu'il appelait parfois les fins de semaine pour discuter de football ou de problèmes domestiques. Julien avait besoin de silence pour digérer ce qu'il venait de vivre. Le regard direct de Claire, sa proposition inhabituelle, la précision avec laquelle elle semblait maîtriser chaque mot, chaque geste,
Tout cela l'avait déstabilisé plus profondément qu'il ne voulait l'admettre. Ce n'était pas tant l'élégance du restaurant ou la proposition elle-même qui le troublait, mais la sensation persistante qu'il avait été choisi avec une lucidité déconcertante. Comme si, pendant les 3 minutes où il avait tendu la main à une inconnue sous la pluie, il avait été observé, évalué, compris. Julien n'avait jamais été du genre à chercher des informations sur les gens qu'il croisait. Il n'était pas curieux par tempérament. Pourtant, ce dimanche-là, quelque chose le poussa à taper Claire Delaunay dans la barre de recherche de son ordinateur. L'écran se remplit aussitôt de résultats. Pas de page People, pas de photos de soirée ou de scandales. Mais des articles économiques, des rapports d'urbanisme, des interviews dans des revues spécialisées. Claire Delaunay, née à Paris, diplômée de l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles, fondatrice de l'agence Delaunay & Associés, une des firmes les plus influentes dans le secteur de la réhabilitation urbaine et des infrastructures sociales. Discrète, rarement photographiée, mais redoutablement efficace. Elle avait dirigé des projets dans toute la France, bibliothèques, centres civiques, logements collectifs haut de gamme. Elle était reconnue pour sa capacité à mener des chantiers complexes en respectant des délais courts et à intégrer l'humain dans chaque structure. Julien lut chaque article avec un mélange d'admiration et d'incrédulité. La femme qu'il avait prise dans son fourgon, trempée et silencieuse, appartenait à un monde qu'il n'aurait jamais approché autrement. Il repensa à la manière dont elle avait parlé au restaurant, calme, directe, presque froide, mais jamais hautaine. Et surtout, il repensa à cette idée obsédante qu'elle avait glissée. Il représentait un lien humain, quelque chose que ses collaborateurs ne pouvaient lui offrir. Plus il en apprenait sur elle, plus Julien se demandait pourquoi elle s'était tournée vers lui. Il n'était ni architecte, ni gestionnaire, ni expert. Il n'avait pas de diplôme universitaire, pas de carnet d'adresses influent. Tout ce qu'il avait, c'était une voiture fatiguée, une série de jobs alimentaires derrière lui et une routine sans horizon. Alors pourquoi lui? Pourquoi maintenant? La réponse ne lui apparut pas clairement, mais une intuition naquit. Peut-être que Claire cherchait précisément ce que le monde qu'elle fréquentait ne pouvait plus lui offrir. Une parole simple, une présence qui ne cherchait pas à obtenir quelque chose en retour. Julien n'était ni un collaborateur, ni un concurrent, ni un investisseur. Il n'avait rien à gagner à la côtoyer. Et cela, dans l'univers d'où elle venait, avait peut-être plus de valeur qu'il ne l'imaginait. Le lundi matin, comme elle l'avait promis, un chauffeur se présenta devant chez lui à 7 heures. Une voiture sobre, sans signe ostentatoire. Julien monta à bord sans poser de questions. Ils prirent la route en direction du nord-est, longeant les rives du Rhône, puis bifurquant vers l'est. Après plusieurs heures de trajet à travers les paysages alpins, le véhicule entra dans une vallée étroite, bordée de montagnes basses et de forêts épaisses. Le panneau indiquait « Annecy, 32 km ». Julien regardait le paysage défiler, tentant de deviner ce qui l'attendait. Claire n'avait donné aucune précision sur le lieu exact, ni sur les personnes impliquées dans le projet. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il s'agissait d'un chantier en cours, à l'abri des regards, avec une équipe réduite et triée sur le volet. Il se demanda s'il y trouverait sa place. Le doute l'accompagnait. Mais une part de lui voulait comprendre pourquoi, parmi toutes les options, c'était son nom que Claire avait retenu. Ils arrivèrent dans un petit village encaissé entre 2 collines, à une vingtaine de minutes d'Annecy. Une route secondaire les mena à une propriété isolée, délimitée par une clôture en bois brut. À l'intérieur, plusieurs structures étaient en construction. Des bâtiments bas aux toits inclinés, un mélange de bois et de verre, harmonieusement intégrés dans le paysage. Une dizaine de personnes travaillaient en silence, concentrées, avec une coordination fluide. Le chauffeur l'arrêta devant une petite maison déjà terminée, au style épuré. Claire l'attendait à la porte, habillée simplement, sans maquillage ni apparat. « Bienvenue, Julien. » Il descendit de la voiture, serra sa main, puis jeta un œil autour de lui. « C'est donc ici votre projet ?» Elle acquiesça. « Ce n'est pas encore terminé, mais ça prend forme. » Ils marchèrent côte à côte jusqu'à un bâtiment plus grand où se trouvait une salle de réunion improvisée. Sur une grande table étaient étalés des plans, des maquettes, des feuilles remplies d'annotations. Julien reconnut certains visages vus dans les articles qu'il avait lus la veille. Architecte renommé, ingénieur primé. Et au milieu de tous, lui, simple livreur lyonnais. Pourtant, personne ne le regarda de travers. Tous
semblait l'accepter sans surprise, comme si sa présence avait été annoncée, prévue, naturelle. Claire lui présenta brièvement les membres de l'équipe, sans insister sur les titres ou les fonctions. Puis, elle le prit à part. « Je ne veux pas que vous vous sentiez obligé de devenir autre chose que ce que vous êtes. Vous êtes ici pour observer, pour interagir, pour être un repère humain. Ce lieu accueillera des jeunes en situation de rupture. Ils auront besoin d'un visage qui n'appartient pas au système. Quelqu'un qui sait ce que c'est vivre sans privilège. » Julien comprit alors que ce projet n'était pas seulement une construction physique, mais aussi un espace moral, un lieu où les statuts sociaux seraient momentanément suspendus, où l'écoute primerait sur les qualifications. Claire l'avait choisi pour cela, parce qu'il incarnait cette part du monde que ses partenaires, malgré leur bonne volonté, ne connaissaient que de loin. Pendant l'après-midi, Julien se mêla aux équipes, posa des questions, observa les plans, écouta les discussions. Il ne comprenait pas tout, mais il sentait que quelque chose d'important se jouait là. En fin de journée, alors que le soleil déclinait derrière les montagnes, Claire lui montra la chambre qu'elle avait fait aménager pour lui dans l'un des pavillons déjà achevés. Avant de le laisser, elle dit simplement « Ce projet n'est pas qu'un centre, c'est une manière de réparer. Pas les autres, pas le monde. Juste un peu de ce qu'on peut, avec ce qu'on a. » Julien ferma la porte derrière elle, s'assit sur le lit et resta longtemps silencieux. Il ne savait pas encore quelle part il jouerait dans tout cela, mais pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression d'être à sa place. La première semaine dans le village proche d'Annecy fut à la fois déroutante et apaisante pour Julien. Loin du vacarme de Lyon, des tournées de livraison, des embouteillages et de la routine imposée, il découvrit une manière différente de vivre ses journées. Levé tôt, il prenait son petit déjeuner dans la cuisine commune du pavillon qu'on lui avait attribué, échangeant des paroles simples avec les architectes, les ouvriers ou les ingénieurs qui occupaient également les lieux. Personne ne se comportait comme un supérieur ou un subalterne. Les échanges se faisaient à hauteur d'homme, chacun sachant pourquoi il était là, chacun respectant le travail de l'autre. Julien, au début, ne faisait qu'observer. Il ne cherchait pas à intervenir dans les discussions techniques, mais les écoutait attentivement. Peu à peu, il comprit que ce centre que Claire faisait construire n'était pas un simple bâtiment administratif ou un espace d'accueil standardisé. Il s'agissait d'un lieu pensé pour recevoir des jeunes qui avaient été mis de côté par la société. Des jeunes sortant de foyers, de centres de réinsertion, de parcours brisés. Chaque mur, chaque salle, chaque coin de verdure avait été conçu pour apaiser, sécuriser et redonner un minimum de dignité. Un soir, alors que le chantier se vidait peu à peu de ses travailleurs, Claire invita Julien à dîner avec elle, dans l'un des modules déjà terminés, prévu à terme pour accueillir les résidents. Elle avait fait venir des produits frais du marché local et préparé elle-même un repas simple mais soigné. Un gratin dauphinois, du pain artisanal, du fromage de chèvre affiné et un vin rouge léger. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes, assis à une table en bois brut, éclairée par une lampe suspendue. Le soleil s'éteignait lentement derrière les montagnes, dessinant des ombres longues sur le sol. Claire fut la première à briser le silence. « Vous vous êtes bien intégré, Julien. L'équipe vous apprécie. Certains m'ont même dit que votre regard sur le projet leur avait permis de corriger des détails qu'ils n'avaient pas vus. » Julien haussa légèrement les épaules, modeste. « Je n'ai rien fait de spécial. Je donne juste mes impressions. »« Et c'est exactement ce dont j'ai besoin, » répondit-elle. « Quelqu'un qui regarde sans jargon, qui voit ce que les autres oublient. » Elle remplit à nouveau son verre, puis se pencha légèrement en avant. « Vous vous demandez sûrement pourquoi je fais tout cela. Pourquoi vous? Pourquoi ce lieu ?» Julien ne répondit pas. Il préférait qu'elle parle à son rythme. « Je vous l'ai dit à Paris. Ce que vous avez fait pour moi sous la pluie, ce soir-là, m'a rappelé quelque chose que j'avais enfoui depuis longtemps. Ce projet n'est pas né à cause de vous. Mais votre geste m'a poussé à passer à l'acte, à ne plus remettre à plus tard ce que je pensais depuis des années. » Elle fit une pause, comme si elle hésitait à poursuivre. « Je ne suis pas ici comme patronne. Je ne dirige pas ce chantier comme mes autres projets. Ici, je suis impliqué d'une manière que mes collaborateurs ne peuvent pas comprendre. » Julien la regarda dans les yeux. Il voyait que, sous son apparente maîtrise, quelque chose vibrait. Pas une faille, mais une intensité retenue. « Ce lieu, c'est pour quelqu'un ?» demanda-t-il doucement. Claire resta silencieuse un moment, puis répondit sans détour. « C'est pour moi. »
ou plutôt pour celle que j'ai été. Il y a longtemps, j'ai connu la rue. Ce n'était pas une période longue, ni dramatique comme dans les récits qu'on entend parfois, mais c'était réel. J'avais 16 ans, plus de famille, plus d'argent, une valise, un carnet d'adresses vide. J'ai dormi sur des bancs, dans des halls, parfois dans des squats. Julien se redressa légèrement. Il ne s'attendait pas à cette confession. Un soir, un homme s'est arrêté alors que j'étais recroquevillé dans une station de tram fermée. Il m'a parlé comme si j'étais une personne normale, pas un problème à éviter. Il m'a emmené dans un centre, il m'a donné un nom, un contact, une chance. C'est ça qui a tout changé. Pas un miracle, pas une aide divine. Juste une personne qui s'est arrêtée. Sa voix ne tremblait pas. Elle ne cherchait pas la compassion ni l'admiration. Elle racontait un fait, une origine. Quand vous m'avez ouvert votre portière sous cette pluie, sans poser de questions, sans tenter d'en savoir plus, j'ai vu son geste dans le vôtre. Et je me suis dit que c'était à mon tour de faire la même chose, mais à grande échelle. Pas juste pour moi, pour d'autres. Julien prit un moment pour digérer ce qu'il venait d'entendre. Ce centre, qu'il croyait être un projet philanthropique comme un autre, était en réalité un prolongement d'un souvenir. Une manière pour Claire de répondre à une dette morale, de rendre ce qu'on lui avait un jour offert. « Et vous avez pensé que moi, je pourrais transmettre ça ?» finit-il par dire. Claire acquiesça. « Vous avez l'humilité qu'il faut pour comprendre sans vouloir contrôler. Vous êtes capable de présence sans domination. Ces jeunes n'ont pas besoin d'experts. Ils ont besoin de personnes capables d'écouter sans juger. » Ils restèrent silencieux un long moment. La nuit était tombée. Dehors, le vent léger faisait craquer les branches. « Vous n'avez jamais pensé à médiatiser ce projet? À en parler plus largement ?» demanda Julien pensif. Claire secoua la tête. « Pas encore. Pas comme ça. Pas tant qu'il n'est pas habité. Pas tant que son sens n'est pas éprouvé dans la réalité. Trop de projets meurent sous les projecteurs. Je veux que celui-ci vive avant qu'on ne le regarde. » Julien comprit alors que ce dîner n'était pas un simple moment de convivialité. C'était un passage. Claire venait de l'introduire dans son histoire personnelle, de lui transmettre non pas une mission, mais une mémoire. Et en l'écoutant, en acceptant de ne pas détourner les yeux, il devenait lui aussi responsable de ce lieu, à sa manière. Avant de se lever, elle ajouta « Je ne sais pas combien de temps vous resterez, ni ce que vous voudrez faire après. Mais tant que vous êtes ici, sachez que vous comptez. Pas pour ce que vous savez, mais pour ce que vous êtes. » Julien acquiesça simplement, sans répondre. Il n'avait pas besoin de mots. En quittant la salle, il savait que quelque chose avait changé. Il n'était plus simplement un invité ou un témoin. Il faisait partie de la structure invisible du lieu. Et désormais, il portait avec lui une histoire qui ne lui appartenait pas, mais qu'il avait accepté de partager. Le lendemain du dîner, l'atmosphère au centre semblait avoir changé subtilement pour Julien. Non pas que le chantier ait ralenti ou que les conversations n'aient pris une autre tournure, mais lui, intérieurement, ne regardait plus les choses avec la même distance. Chaque mur qui se dressait, chaque dalle coulée, chaque arbre planté lui paraissait désormais faire partie d'un tout dont il était, à sa manière, un élément constitutif. Il n'était plus le simple observateur un peu perdu au milieu d'architectes et de techniciens. Il commençait à sentir que sa présence était attendue et parfois même sollicitée. Les jours s'enchaînaient dans une sorte de rythme silencieux. Julien assistait à plusieurs réunions, bien qu'il ne comprenne pas toujours le langage technique. Pourtant, il apprenait vite. Il notait les termes, posait des questions au bon moment et surtout, il observait les réactions, les tensions sous-jacentes, les silences évocateurs. Il n'était pas un spécialiste des bâtiments, mais il comprenait les gens. Cela, personne ne pouvait le lui enseigner. C'était sa forme de compétence. Un soir, après une journée particulièrement chargée, Claire le rejoignit sur la terrasse du pavillon où il avait pris l'habitude de lire après le dîner. Elle portait une chemise roulée aux manches et un pantalon de travail couverte de poussière, chose rare pour elle. Elle semblait préoccupée. « Julien, j'aimerais te parler d'un développement du projet », dit-elle en s'asseyant à ses côtés. Elle le tutoyait désormais. Cela s'était installé naturellement au fil des jours. Julien, de son côté, n'avait jamais osé franchir ce pas avec elle, par respect autant que par prudence. L'une des phases du centre nécessite que je sois physiquement absente pendant plusieurs jours, peut-être plus.
Il y a une affaire délicate à Paris, un arbitrage entre investisseurs qui va demander toute mon attention. Et je ne peux pas laisser le chantier sans relais. » Julien l'écoutait, pensif. Il savait qu'une partie du projet était financée par des mécènes privés, mais il ne s'était jamais mêlé à ces aspects. « Tu veux que je prenne des décisions à ta place ?» demanda-t-il. « Non, ce n'est pas ça. Je veux que tu sois mon relais humain, pas mon remplaçant administratif. L'équipe ici connaît les consignes techniques. Ce qu'il leur manque quand je pars, c'est un repère moral, une présence constante qui incarne l'esprit du lieu. Tu l'as déjà fait sans t'en rendre compte. Maintenant, je te le demande formellement. » Julien baissa les yeux vers ses mains. Il n'avait jamais eu de responsabilité de ce genre. On lui confiait parfois la fermeture d'un entrepôt ou la livraison urgente d'un colis, mais là, il s'agissait de bien plus qu'une tâche logistique. « Et si je me trompe? Si je laisse passer quelque chose d'important ?» Claire sourit légèrement, sans moquerie. « Tu te tromperas, c'est certain. Mais ce que tu représentes vaut plus que la précision. Il y a des décisions que seuls les vivants peuvent prendre correctement, pas les procédures. » Elle le regarda longuement. « C'est un test, Julien, pas un piège. J'ai besoin de savoir si je peux m'appuyer sur toi dans un contexte plus vaste, pas seulement ici. Si je m'absente aujourd'hui, ce n'est pas une fuite, c'est une ouverture. » Julien comprit que ce qu'elle lui demandait allait bien au-delà de quelques jours de présence. Elle voulait voir s'il était capable de tenir, de soutenir quelque chose de fragile, de symbolique, dans un environnement parfois complexe. Elle voulait mesurer la stabilité qu'il pouvait offrir, non pas comme dirigeant, mais comme ancrage. Le lendemain matin, Claire partit tôt, laissant à Julien un dossier clair, quelques consignes essentielles, des contacts de secours. Elle avait préparé le terrain en douceur. Les membres de l'équipe l'accueillirent sans étonnement, dans ce rôle de coordinateur temporaire. Julien se mit alors à suivre de plus près les plannings, à assister à toutes les réunions internes, à dialoguer plus franchement avec les artisans, les jeunes employés en insertion et même les fournisseurs. Il n'imposait rien. Il écoutait, observait et rappelait, avec calme, les principes posés par Claire. Au début, tout se passa bien. Les premiers jours furent même fluides. Plusieurs ouvriers vinrent lui poser des questions directement, ce qui n'arrivait pas auparavant. Il s'efforçait d'être juste, de ne pas se mêler de décisions techniques, mais de clarifier les intentions du lieu à chaque fois que des doutes surgissaient. Il ne cherchait pas à être charismatique. Sa manière de faire était simple: honnêteté, constance, discrétion. Mais au bout du 4e jour, une tension inattendue apparut. Un entrepreneur local, sous-traitant sur la partie extérieure du bâtiment, exprima publiquement son désaccord avec certaines modifications du plan de jardinage que Claire avait ordonné avant de partir. Il estima que cela représentait un surcoût et une perte de temps. Il exigea une réunion. Julien, pris de court, accepta. Autour de la table, la confrontation fut rude. L'homme, sûr de lui, tenta de faire pression sur Julien en évoquant des retards de paiement, des engagements verbaux, des marges de manœuvre financières. Julien, sans hausser le ton, lui rappela que toutes les décisions passaient par une vision globale du lieu et que les détails logistiques seraient réglés avec la comptabilité centrale dès le retour de Claire. L'homme partit furieux. Le soir même, Julien reçut un appel d'un des investisseurs du projet, surpris d'apprendre que Claire s'était absentée et qu'un inconnu gérait désormais le site. Julien comprit que certains acteurs extérieurs avaient été laissés volontairement dans l'ignorance de son rôle. Il resta ferme, poli, expliqua la situation, rappela les engagements pris. Mais ce fut un moment difficile. Il ressentit pour la première fois le poids du réseau invisible que Claire gérait, le maillage de pression, d'attente et de stratégie. Cette nuit-là, Julien dormit mal. Il se demanda s'il n'était pas allé trop loin en acceptant cette place. Mais au matin, il se leva plus tôt encore que d'habitude. Il parcourut le chantier, nota les avancées, écouta les plaintes des uns, les idées des autres. Il commença à établir un carnet, une sorte de journal du projet, dans lequel il consignait les doutes, les décisions, les impressions. Il ne cherchait pas à contrôler, il cherchait à comprendre. Au 8e jour, Claire revint sans prévenir. Elle traversa le site à pied, salua quelques membres de l'équipe, puis se dirigea vers le pavillon. Julien était en train de relire ses notes du jour. Elle entra sans frapper. « Tu t'es débrouillé », dit-elle simplement. Il la regarda. « Il y a eu des tensions. J'ai peut-être commis des erreurs. Bien sûr que oui, mais l'essentiel, c'est que personne n'a quitté le projet.
et certains t'ont même remercié. Elle s'assit face à lui, le visage fatigué, mais apaisé. Ce que tu viens de faire, Julien, peu de gens dans mon entourage l'auraient accepté. Tu as tenu ta position sans t'effacer, sans trahir non plus. C'est cela, la confiance. Julien sentit une vague d'épuisement le traverser, mais il se sentit aussi étrangement solide. Claire se leva pour repartir, puis se retourna vers lui. Ce centre ne tiendra pas sur mes épaules seul. Il faudra des piliers, et tu es l'un d'eux, que tu le veuilles ou non. Elle sortit, le laissant seul dans la lumière du soir. Julien reprit son carnet, tourna une page et écrivit une seule phrase. « Ce n'est pas ce que je suis censé faire, mais c'est ce que je dois faire. » Lorsque Claire proposa à Julien de l'accompagner pour une visite complète du site et de ses alentours, il crut d'abord à une simple formalité. Une manière de faire le point, peut-être, après son retour de Paris. Mais dès les premières minutes de cette journée particulière, il comprit que ce qu'elle s'apprêtait à lui montrer dépassait de loin le cadre d'un simple chantier ou d'un rapport de situation. Elle voulait lui ouvrir l'intégralité de son projet, sans filtre ni précaution, et lui révéler enfin la dimension personnelle que ce lieu portait en silence depuis le début. Ils quittèrent le centre à pied, remontant un sentier bordé de chênes et de pins, serpentant doucement entre les collines. Le ciel était couvert et une lumière douce baignait les montagnes, rendant l'atmosphère à la fois paisible et grave. Claire avançait à pas lents, mains dans les poches, comme si elle cherchait les mots autant que la bonne cadence. Julien, silencieux, attendait qu'elle parle, sans rien précipiter. Après une demi-heure de marche, ils débouchèrent sur une clairière abritée, au fond de laquelle se dressait une vieille bâtisse de pierre, envahie de lierre, visiblement inhabitée depuis longtemps. Julien s'arrêta. « C'est ici que tout a commencé, » dit-elle enfin. Elle le regarda un instant, puis s'approcha de la porte entr'ouverte. À l'intérieur, la poussière recouvrait les meubles abandonnés, les poutres semblaient solides malgré les années. Des toiles d'araignée tendaient des fils entre les coins. Claire entra la première, comme si elle connaissait chaque centimètre de cet espace. Cette maison appartenait à un couple de retraités qui m'ont recueilli quand j'étais adolescente. Ils avaient entendu parler de moi par un éducateur, le même qui m'avait trouvé une place dans un foyer temporaire à Annecy. Je n'avais rien, rien à part de la méfiance et de la colère. Ils m'ont offert un toit, sans poser de questions, juste un lit, un repas et du silence. Ici, j'ai appris à me tenir debout. Julien avançait dans la pièce à son tour. Il observait les détails, les vieux cadres de fenêtres, les carreaux fissurés, une vieille chaise bancale dans un coin. Il sentait dans l'air une forme de mémoire figée, comme si les murs portaient encore les traces de cette époque. Je ne leur ai jamais vraiment dit merci. Je suis parti un matin sans prévenir. À 17 ans, j'ai pris un train pour Paris avec une bourse d'études en poche. J'ai envoyé quelques lettres, mais je n'ai jamais osé revenir. Ils sont morts quelques années plus tard, et je n'ai appris la nouvelle que bien après. Cette maison, je l'ai rachetée anonymement il y a 2 ans pour la restaurer plus tard. Mais finalement, j'ai décidé de la laisser ainsi, à l'état brut. C'est un rappel de ce que j'ai reçu, de ce que je dois. Ils s'assirent sur le rebord d'une vieille fenêtre. Claire reprit, le regard perdu dans la végétation. Quand j'ai eu l'idée de ce centre, je ne voulais pas faire un lieu d'assistanat. Je voulais recréer un espace où les jeunes en rupture pourraient se poser, comprendre qu'ils valent quelque chose, même s'ils n'ont rien à montrer. Je voulais que ce soit un endroit où l'on ne vous demande pas de vous raconter pour être cru, juste d'être là. Julien hocha lentement la tête. Il comprenait mot après mot que ce centre n'était pas une opération philanthropique classique, ni une initiative motivée par le prestige ou la rentabilité sociale. C'était une réponse intime, organique, presque silencieuse, à une dette personnelle que Claire refusait de rembourser en discours. Elle avait décidé de bâtir, non pas pour elle-même, mais pour l'écho de ceux qui lui avaient tendu la main sans rien demander. Ils quittèrent la bâtisse en silence. Sur le chemin du retour, Claire s'arrêta une seconde fois au sommet d'un petit promontoire qui surplombait le terrain du centre. J'ai choisi ce lieu pour une raison géographique, bien sûr. Il est à l'écart, accessible mais protégé, mais aussi parce qu'il est juste à la lisière de ce que j'étais. Cette maison là-bas, ce centre ici, 2 points d'un même parcours. Et entre les deux, il y a moi, et maintenant toi. Julien tourna lentement la tête vers elle. Il comprenait enfin pourquoi elle l'avait choisi. Il n'était pas un architecte, ni un expert, ni un professionnel du social.
Il était un témoin. Il représentait par sa simple présence ce que ce lieu cherchait à préserver. Le geste pur, désintéressé, offert sans attente. Ce geste qu'elle avait elle-même reçu et qu'elle voulait désormais transmettre. De retour au centre, Claire convoqua une réunion restreinte. Une équipe de 6 personnes, dont Julien autour d'une grande table dans la salle principale. Elle présenta pour la première fois l'intégralité du projet, y compris les aspects tenus secrets jusque-là. Le financement partiellement indépendant de ces entreprises, la fondation en cours de création pour pérenniser le centre, l'anonymat volontaire autour de sa propre implication. Elle insista sur un point, elle ne voulait pas que son nom apparaisse en façade. Ce centre n'était pas un monument à sa générosité, mais une passerelle pour ceux qui, comme elle autrefois, n'avaient nulle part où aller. À la fin de la réunion, elle désigna Julien. Il est la preuve vivante que la reconnaissance n'est pas toujours visible, ni immédiate, mais elle agit. Ce lieu existera parce qu'un jour, quelqu'un s'est arrêté dans la rue, sous la pluie. Personne ne dit rien. L'émotion n'était pas feinte, mais il n'y eut ni applaudissements, ni démonstration. Ce n'était pas le genre de la maison. On approuva par le silence, par les regards, par le respect. Ce soir-là, Julien retourna seul dans le vieux pavillon qui lui servait de logement. Il s'assit à son bureau, ouvrit son carnet et écrivit longuement. Pas pour lui, mais pour les autres. Il y nota ce qu'il avait vu, ce qu'il avait compris, ce qu'il croyait désormais essentiel de transmettre. Non pas un récit héroïque ou une confession, mais une mémoire vivante. Celle d'un lieu né d'un silence, construit par des gestes simples, porté par des gens ordinaires, pour ceux qui, comme Claire jadis, avaient simplement besoin qu'on s'arrête. Le lendemain de la visite à la vieille bâtisse, Claire invita Julien à la suivre dans une autre partie du terrain, à l'est du centre. Il s'agissait d'un espace encore en chantier, à mi-chemin entre forêt et prairie, légèrement en retrait. Quelques jeunes ouvriers posèrent les fondations d'un bâtiment plus petit que les autres, de forme circulaire. Contrairement aux structures principales du centre, pensée pour accueillir plusieurs dizaines de jeunes à la fois, cette construction semblait conçue pour un usage plus intime, presque confidentiel. « Ce sera une salle de parole », dit Claire, « pas une salle de thérapie. Je déteste ce mot quand il est imposé. Juste un lieu où ceux qui le souhaitent pourront venir parler ou se taire. » Assis dans le silence, sans aucune obligation, Julien hocha la tête. Il voyait l'utilité d'un espace ainsi défini. Un lieu qui n'impose pas, qui n'analyse pas, qui ne catégorise pas. Une sorte de refuge à l'intérieur du refuge. Ils s'éloignèrent du chantier, poursuivant leur marche dans la forêt, jusqu'à atteindre un petit banc de pierre couvert de mousse. Claire s'y assit, le regard perdu vers les cimes. « J'ai longtemps évité de parler de mon passé, Julien. Pas par honte, mais parce qu'il est difficile à expliquer sans être mal compris. Ce n'est pas une histoire tragique, pas une descente aux enfers. C'est plus une disparition temporaire de la carte. » Julien ne disait rien. Il sentait que ce moment n'était pas préparé, mais nécessaire. J'avais 16 ans. Mon père était mort quelques années plus tôt, ma mère s'était remariée avec un homme qui ne m'aimait pas. C'était évident. Il me supportait à peine. Et elle, fatiguée, m'a laissé glisser. J'étais une élève moyenne, pas violente, mais rebelle. Je posais des questions, je refusais certaines règles. Un jour, après une dispute, j'ai quitté la maison, sans prévenir. Je pensais revenir après 2 ou 3 jours, mais les jours sont devenus des semaines, puis des mois. Elle ferma les yeux un instant. Je dormais là où je pouvais, parfois dans des couloirs d'immeubles, parfois chez d'autres jeunes, pas toujours bienveillants. J'ai vécu cette période comme une traversée, pas une chute. J'ai découvert l'hostilité des regards, l'indifférence, mais aussi quelques gestes rares, d'une pureté incroyable, comme celui de cet homme, conducteur de bus, qui m'a offert un café un matin d'hiver, sans poser de questions. Il m'a donné le numéro d'un foyer, m'a dit d'y aller. J'y suis allé. Et tout a commencé là. Julien l'écoutait, impressionné par la précision avec laquelle elle racontait ses souvenirs. Elle ne cherchait ni pathos, ni justification. Elle posait les faits avec la rigueur d'un architecte, comme si chaque événement était une pierre sur laquelle elle avait dû marcher. J'ai toujours cru que ce genre de parcours laissait des cicatrices visibles, mais les miennes sont internes. Ce sont elles qui m'ont poussé à travailler, à construire, à bâtir sans cesse. Pas pour effacer, mais pour répondre. Je voulais prouver qu'on peut sortir de l'ombre sans forcément en parler. Elle tourna la tête vers Julien. « Mais toi, tu m'as forcé à parler, sans le vouloir.
En me traitant comme n'importe qui, ce jour-là, sous la pluie, tu m'as fait sentir que j'avais encore un visage. Pas un rôle, pas un statut, mais un visage. » Julien resta silencieux. Il comprenait mieux maintenant cette obsession de Claire pour les détails, cette volonté farouche de ne rien laisser au hasard dans le centre. Elle ne cherchait pas à contrôler, elle cherchait à rendre visible ce que la rue avait rendu invisible. « Voilà pourquoi tu es ici, Julien. Parce que toi aussi tu as vu quelque chose. Tu as vu une femme en difficulté, mais tu ne m'as pas regardé comme une pauvre, une marginale ou une figure sociale. Tu as vu une personne, et tu as agi. » Elle se leva lentement, fit quelques pas dans l'herbe humide. « Il y a une chose que je n'ai jamais dite à personne, même pas à mes associés. Ce centre portera un nom. Il ne s'appellera pas Fondation Delaunay ou Centre Claire. Il s'appellera La Traverse, parce que c'est ce que c'était pour moi, une traversée, un passage d'un monde à un autre. » Julien répéta doucement, « La Traverse? Oui, et toi tu en fais partie. Non comme fondateur, mais comme repère. Certains jeunes ici ne comprendront pas qui tu es, ni pourquoi tu es là. Mais un jour, l'un d'eux viendra te parler ou simplement s'asseoir près de toi. Et ce jour-là, tu sauras que ta présence n'a pas été vaine. » Ils restèrent encore un moment assis sur le banc de pierre. Aucun mot n'était nécessaire. La forêt les entourait d'un silence apaisant. Julien sentit alors, pour la première fois depuis longtemps, que sa vie, aussi modeste, linéaire et silencieuse soit-elle, était en train de se relier à quelque chose de plus vaste. De retour au centre, il passa la soirée à relire ses notes, à ranger les documents laissés par Claire, à classer les photos du chantier. Puis il rédigea une page entière dans son carnet, uniquement pour lui, sans intention de la montrer. Il y parla du courage de se souvenir, de la dignité de ceux qui n'attendent rien, de la vérité qui surgit parfois d'un silence bienveillant. Dans les jours qui suivirent, Claire reprit le travail comme si de rien n'était. Mais quelque chose avait changé dans la manière dont elle s'adressait à Julien. Elle lui confia davantage, partagea certains choix, le consulta discrètement sur des aspects humains du projet. Ce n'était pas une collaboration officielle, ni une délégation. C'était une reconnaissance implicite, solide, claire. Et Julien, sans chercher à comprendre davantage, continua d'être là. Non comme un chef, non comme un modèle, mais comme un point fixe dans un paysage mouvant. Une présence. Il savait que ce passé qu'elle avait confié ne serait jamais inscrit sur une plaque, ni raconté dans un communiqué. Il resterait dans les murs, dans les choix d'architecture, dans les silences partagés autour d'une table, dans les bancs placés à l'ombre. Et cela suffisait, parce que certaines vérités ne demandent pas à être exposées, seulement transmises. Le projet avançait. La structure du centre était presque terminée. Les finitions des bâtiments principaux étaient en cours et certains espaces paysagers prenaient déjà leur forme définitive. Des bancs avaient été installés autour des petites clairières, les baies vitrées posées dans les salles de repos laissaient entrer la lumière du matin, et les équipes sur place travaillaient dans une coordination rare, presque silencieuse. Tout semblait évoluer avec fluidité, à tel point que Julien, un matin, se surprit à penser que cette harmonie pourrait durer. Mais il comprit vite que ce genre de projet, même bâti sur les intentions les plus sincères, ne reste jamais à l'abri des interférences extérieures. À peine quelques jours après la visite dans la vieille bâtisse, Claire fut contactée par l'un des actionnaires de son entreprise, alarmée par des rumeurs circulant dans les cercles économiques de Paris. Selon ces rumeurs, elle aurait détourné une partie de ses ressources personnelles et de son temps pour un projet non commercial, non rentable, dont personne n'avait connaissance au sein du conseil d'administration. Ce que Claire voulait préserver dans l'ombre commençait à attirer la lumière. Julien assista malgré lui à cette bascule. Les premiers signes furent discrets. Des appels téléphoniques plus fréquents, des visages fermés dans les réunions en visioconférence, des messages que Claire consultait en silence, sans commentaire. Puis vinrent les allusions plus directes. Un cabinet juridique, mandaté par certains partenaires, exigea un rapport détaillé sur l'utilisation des fonds personnels injectés dans la fondation en cours de création. D'autres, plus perfides, firent circuler l'idée que Claire utilisait ce projet à des fins d'image personnelle, dans une tentative de se positionner différemment dans les sphères politiques locales. Claire, fidèle à elle-même, ne céda pas à la panique. Mais Julien voyait bien que quelque chose l'érodait. Elle devenait plus taciturne, plus concentrée, parfois absente,
comme si elle essayait de contenir un orage intérieur sans le laisser rejaillir sur l'équipe. Un soir, après une longue journée sur le chantier, elle l'invita à dîner dans un restaurant modeste du village voisin. Ce n'était pas une invitation festive, c'était un besoin de parler. « Je savais que ce moment viendrait », dit-elle, en jouant avec son couteau sur la nappe en tissu. « Je savais que tôt ou tard, ceux qui ont investi dans mon entreprise demanderaient des comptes, pas parce que je leur dois quelque chose, mais parce qu'ils n'acceptent pas de ne pas tout contrôler. » Julien la regarda. Elle semblait fatiguée mais droite. Elle n'avait rien perdu de sa détermination, seulement une partie de son énergie. « Et tu comptes faire quoi ?» demanda-t-il calmement. « J'y réfléchis. Si je continue comme ça, le projet risque d'être sabordé de l'intérieur. Certains vont chercher à s'y opposer indirectement, en coupant des financements, en dénonçant des irrégularités, en me discréditant. Et si je les affronte frontalement, je perds en crédibilité. Ce que j'ai construit pourrait s'effondrer par effet de ricochet. » Julien n'était pas homme à donner des conseils stratégiques, mais il sentait que Claire était à un carrefour. « Tu as toujours voulu que ce centre soit indépendant. Peut-être que le moment est venu de rompre complètement avec ce système. » Claire sourit tristement. « Tu veux dire démissionner? Renoncer à ma place pour sauver ce lieu? Si tu penses que c'est le seul moyen de le préserver, oui. » Le silence s'installa, longue, dense. Les jours suivants furent marqués par une tension progressive. Julien fut de plus en plus sollicité sur le terrain. Claire, de son côté, passa de nombreuses heures enfermée dans son bureau, rédigeant, téléphonant, échangeant des messages. Il comprit qu'elle préparait quelque chose, une sortie peut-être, ou une contre-attaque. L'équipe, bien que concentrée, percevait l'atmosphère. Les questions commençaient à circuler en coulisses. Et si Claire partait, que deviendrait le centre? Qui prendrait la relève? Puis un matin, elle convoqua une réunion générale. Tous les membres du projet étaient là. Les architectes, les ingénieurs, les jardiniers, les jeunes ouvriers en insertion et Julien. Elle se tint debout, droite, vêtue simplement. Elle parla sans notes, sans solennité forcée. Le projet que nous construisons ici est arrivé à un point où il ne peut plus être seulement le prolongement d'une volonté personnelle. Pour qu'il vive, il doit se détacher de moi. Je vais me retirer temporairement de la direction de mon entreprise et je renonce à toute position de contrôle au sein de la fondation. À partir d'aujourd'hui, la gestion du centre sera confiée à un petit conseil communautaire composé de 6 personnes. Julien en fera partie avec voix égales. Un murmure traversa la salle. Julien lui-même en fut profondément surpris. Il n'avait jamais aspiré à un rôle officiel, encore moins à une responsabilité aussi lourde. Claire poursuivit, imperturbable. « J'ai confiance en cette équipe, et j'ai confiance en Julien. Il représente l'esprit de ce lieu, il ne cherche pas le pouvoir ni la reconnaissance. C'est pour cela qu'il est légitime. » À la fin de son discours, elle s'éloigna sans attendre d'applaudissements. Julien resta figé, comme frappé de plein fouet. Il savait qu'il devait maintenant endosser une position qu'il n'avait ni choisie ni refusée, mais qui lui était donnée en confiance. Dans les jours qui suivirent, il reçut les premiers documents officiels. Il assista aux réunions du conseil, apprit à dialoguer avec les juristes, à répondre aux sollicitations de la presse locale que Claire refusait toujours de rencontrer. Il commença à comprendre le poids des mots dans les décisions collectives, à négocier sans se trahir, à poser des limites sans exclure. Mais il sentit aussi la solitude nouvelle que cela impliquait. On attendait désormais de lui non seulement de la présence, mais du discernement. Il n'était plus simplement l'homme de terrain, il devenait une figure de transition, une passerelle entre l'origine du projet et sa pérennité. Un soir, alors qu'il rangeait les papiers dans son bureau improvisé, il tomba sur un courrier manuscrit laissé par Claire, une simple feuille, quelques lignes. « Julien, ce que tu portes désormais n'est pas un fardeau, mais une continuité. Ce lieu ne doit jamais devenir une institution figée. Il doit rester vivant, fragile, ouvert, comme les êtres qui l'accueillera. Ne cherche pas à tout maîtriser. Sois là. C'est suffisant. » Julien replia la lettre, la rangea dans une enveloppe, puis éteignit la lumière. Dehors, la nuit s'étendait sur les bâtiments encore en construction. Mais en lui, une certitude nouvelle prenait racine. Ce centre n'était plus seulement un rêve de Claire. C'était désormais une réalité partagée, construite à plusieurs, portée par des mains différentes. Et c'était à lui, désormais, d'en prendre soin.
Les jours suivants furent marqués par une forme de calme étrange, comme si chacun avait besoin d'assimiler les changements récents. La décision de Claire avait surpris tout le monde, même ceux qui, depuis le début, savaient que son engagement envers le centre dépassait de loin un simple rôle de mécène ou d'initiatrice. La nouvelle de sa mise en retrait circulait déjà discrètement dans les milieux professionnels de l'architecture, à Paris et à Lyon. Dans les couloirs d'agences concurrentes, certains y voyaient un aveu d'échec. D'autres, plus lucides, comprenaient qu'elle venait de faire quelque chose que peu de dirigeants osaient, s'effacer pour garantir l'intégrité d'un projet. Julien, de son côté, n'eut pas le luxe de se reposer. Dès les premiers jours de sa nomination au sein du conseil communautaire, les responsabilités se multiplièrent. Il devait arbitrer des demandes budgétaires, accompagner les dernières étapes des travaux, coordonner les équipes bénévoles qui arrivaient progressivement. Des jeunes en service civique, des retraités impliqués dans l'associatif, des habitants des communes voisines. Tous voulaient participer. Et Julien devenait, malgré lui, une figure de référence. Ce rôle ne lui était pas naturel. Il n'aimait pas se mettre en avant. Il n'était pas à l'aise dans les discours. Il refusait les effets de manche. Mais il avait quelque chose que beaucoup recherchaient dans les moments d'incertitude. Une constance tranquille. Il savait écouter, reformuler sans écraser, décider sans écraser. Cette capacité à incarner un équilibre rare entre autorité et humilité fit de lui un point d'ancrage, presque malgré lui. Claire, depuis son retrait, n'était pas réapparue sur le site. Elle restait en contact à distance, par l'intermédiaire de quelques messages brefs, toujours clairs, jamais intrusifs. Elle suivait les avancées, demandait parfois des nouvelles, mais laissait à Julien la liberté totale de choisir ses réponses, ses priorités, ses marges d'action. Il sentit qu'elle lui faisait entièrement confiance, et cela le liait encore davantage à la mission qu'il n'avait pas choisie, mais acceptée. Un matin, alors qu'il relisait les plannings dans la salle commune, une collaboratrice administrative l'informa que la presse régionale souhaitait réaliser un reportage sur le centre avant son ouverture officielle. Julien refusa sans hésiter. Ce n'était pas le moment. L'inauguration n'avait pas encore eu lieu. Les jeunes n'étaient pas encore arrivés. Il ne voulait pas que le lieu soit vu comme une vitrine. Il le voulait vrai, habité, testé, avant d'être montré. Ce choix fut approuvé par l'équipe. Personne ne voulait voir le projet devenir une opération de communication, mais cette décision provoqua aussi de nouvelles pressions. L'un des partenaires financiers, dont la contribution avait été cruciale pour achever le bâtiment principal, insista pour qu'une reconnaissance publique soit faite. Julien comprit qu'il entrait dans une nouvelle phase du projet, celle où les intentions initiales devaient être protégées contre les déformations du monde extérieur. Une réunion fut organisée avec le conseil. Julien exposa les faits, les demandes, les risques. Il proposa une solution simple, organiser une inauguration restreinte, sans médias, avec uniquement les équipes, les habitants proches et les premiers bénéficiaires. Une inauguration sans discours, sans micro, sans décoration. Juste une journée d'accueil, de visite libre, d'écoute. L'idée fut votée à l'unanimité. Ce fut la première décision collective d'envergure depuis la prise de fonction du nouveau conseil. Et ce fut un signal fort. Le centre serait fidèle à son origine. Il ne servirait aucune stratégie d'image. Il serait là pour celles et ceux qui en avaient besoin, rien de plus. La veille de cette inauguration discrète, alors que Julien terminait une dernière vérification du matériel, il reçut un message manuscrit glissé sous la porte de son logement. Il reconnut l'écriture immédiatement. « Je ne serai pas là demain. Ce lieu est le vôtre maintenant. Le leur. Mon nom n'y a pas sa place. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je vous laisse ce silence, comme promesse de continuité. C'est. » Julien resta longtemps immobile, la feuille entre les mains. Il ne fut pas déçu. Il ne s'étonna pas. Il comprenait. Claire avait construit quelque chose pour transmettre, non pour briller. Et son retrait final était cohérent avec tout ce qu'elle avait défendu depuis le début. Son absence parlait plus fort que toutes les présences. Le lendemain, la journée d'accueil se déroula dans une sérénité rare. Une centaine de personnes vinrent découvrir le lieu. Des éducateurs, des assistantes sociales, des représentants d'associations locales, mais aussi de simples citoyens, des voisins, des familles. Le public était discret, respectueux. Julien fit quelques visites guidées, toujours en petits groupes, répondant aux questions avec clarté. Pas d'effet de manche.
Pas de grands discours, juste des explications, des anecdotes, des intentions partagées. Les premiers jeunes arrivèrent le soir même. 3 garçons, 2 filles, tous âgés entre 17 et 20 ans. Certains silencieux, d'autres méfiants, 1 ou 2 un peu bravaches. Julien les accueillit avec l'équipe d'accompagnement sans solennité. Juste un regard, un mot, une main tendue. L'un des garçons, qui portait un sac à dos trop grand pour lui, regarda Julien sans le saluer. Puis, juste avant d'entrer dans son pavillon, il demanda « C'est toi, le responsable, ici ?» Julien répondit « Pas vraiment. Mais je suis là si t'as besoin de quelque chose. » Le garçon hocha la tête et entra sans un mot de plus. Ce soir-là, Julien s'assit sous le porche, regardant les premières lumières s'allumer dans les chambres des jeunes. Il pensa à Claire, à son geste final, à sa disparition volontaire. Il ne savait pas s'il la reverrait un jour, mais il savait qu'elle avait laissé derrière elle bien plus qu'un centre. Elle avait planté un principe, une exigence, une fidélité. Et lui, désormais, en était le gardien, pas parce qu'on le lui avait demandé, mais parce qu'il n'avait jamais détourné le regard, parce qu'il avait dit oui un jour de pluie, parce qu'il avait compris que certaines choses ne s'héritent pas, ne se dirigent pas, elles se transmettent, simplement, silencieusement, profondément. Dès les premières semaines suivant l'arrivée des jeunes, le centre La Traverse commença à changer de nature. Ce qui, pendant des mois, n'avait été qu'un chantier puis un projet, devint un lieu habité, réel, vibrant. Les couloirs cessèrent d'être des passages vides, les salles communes se remplirent de voix, de silence, de musique partagée. Les espaces extérieurs, jusque-là déserts, virent apparaître des cercles d'adolescents discutant, des chaussures posées à l'ombre, des rires étouffés à la tombée du jour. Julien, désormais intégré au quotidien du centre, observait cette transformation avec une vigilance paisible. Il n'intervenait jamais brusquement, mais sa présence était constante. Chaque matin, il faisait le tour des bâtiments, notait les petites réparations à prévoir, discutait avec l'équipe éducative, échangeait quelques mots avec les jeunes. Certains venaient spontanément lui parler, d'autres ne le saluaient que d'un regard rapide. Il n'imposait rien, il proposait, il écoutait. Il savait que, pour beaucoup d'entre eux, la confiance ne se gagne pas en quelques jours. Les profils des nouveaux arrivants étaient variés. Il y avait Lys, 18 ans, ancien pensionnaire d'un foyer parisien, passionné de mécanique. Il passait des heures dans l'atelier, souvent seul, bricolant des objets qu'il récupérait dans les conteneurs. Il y avait aussi Maëva, 19 ans, renvoyée de 2 établissements en l'espace d'1 an, qui passait ses journées à lire en silence, toujours sur la même chaise, près de la grande fenêtre de la bibliothèque. Et puis il y avait Malik, 16 ans, le plus jeune du groupe, qui testait sans cesse les limites, insolent, provocateur, mais incroyablement vif. L'équipe éducative, composée de professionnels du social, d'éducateurs spécialisés et de volontaires, avait été soigneusement recrutée pour cette première phase. Tous avaient compris l'essence du projet. Ici, on n'était pas là pour surveiller, mais pour accompagner. Le mot d'ordre était clair: présence discrète, soutien réel et refus de toute logique punitive. Cela ne voulait pas dire que tout était accepté, mais chaque règle était expliquée, discutée, comprise. Rien n'était imposé sans dialogue. Julien remarqua vite que les conflits existaient, mais prenaient une forme différente de ce qu'il avait connu dans d'autres structures. Ici, les tensions n'éclataient pas violemment. Elles se manifestaient dans les silences, les absences soudaines, les refus de participer. Un matin, Maëva disparut. Pas un mot, pas un sac emporté, rien. Le centre lança une alerte discrète, sans médiatisation. Elle fut retrouvée 2 jours plus tard dans une gare, assise sur un banc, les yeux vides. Julien alla la chercher lui-même. Il ne lui posa aucune question. Sur le trajet du retour, elle lui dit seulement « Je pensais que ça allait être pareil qu'ailleurs. Mais ici, quand je suis parti, j'ai eu peur que ça me manque. » C'est à ce moment-là que Julien comprit que le centre avait franchi une étape invisible. Il n'était plus un espace d'accueil. Il devenait un lieu d'ancrage. Pour la première fois depuis des années, ces jeunes ne vivaient pas dans un entre-deux. Ils n'étaient ni enfermés, ni surveillés, ni expulsables. Ils existaient pleinement dans un lieu qui avait été pensé pour eux, sans les enfermer dans leur statut. Le conseil communautaire que Julien continuait de fréquenter chaque semaine prit plusieurs décisions importantes au fil des mois. Des partenariats furent signés avec des lycées professionnels de la région,
Des artisans locaux proposèrent des stages courts et une petite association de théâtre vint proposer des ateliers hebdomadaires. Tout cela se faisait sans bruit, sans conférence de presse, sans ruban à couper. Le refus de la mise en scène restait une règle fondamentale. Aucun journaliste ne franchit les portes du centre sans une raison sérieuse et sans l'accord des jeunes concernés. Parfois, Julien recevait des nouvelles de Claire, toujours sous forme de messages sobres, clairs, écrits à la main. Elle ne demandait jamais de compte, mais posait des questions précises. Comment Malik gère-t-il sa colère? Lies a-t-il accès à un mentor en mécanique? Est-ce que le rythme des réunions n'est pas trop lourd pour l'équipe? Elle restait présente, sans être visible. Son retrait n'était pas un abandon. C'était un choix réfléchi, cohérent avec tout ce qu'elle avait défendu. Une fois, Julien lui répondit par une longue lettre. Il y racontait les petits événements du quotidien, les réussites discrètes, les moments de découragement. Il parlait aussi de lui, de ce qu'il ressentait à être là, jour après jour, au milieu de ces jeunes qu'il n'aurait jamais croisés autrement. Il lui dit qu'il se sentait à sa place, sans que ce soit une évidence. Il ajouta en fin de lettre « Ce n'est pas facile, mais c'est juste, et je crois que ça suffit ». Elle ne répondit pas, et Julien sut que c'était bien ainsi. À l'approche de l'hiver, le centre atteignit sa capacité maximale. 25 jeunes, répartis dans 5 pavillons, entourés par une équipe d'accompagnement stable. Le rythme s'était installé. Les repas étaient pris en commun, les tâches ménagères réparties, les sorties organisées. Des règles simples mais claires encadrèrent le quotidien. Respect de l'espace des autres, participation minimale aux activités, liberté de parole, mais sans agressivité. Chacun avançait à son rythme. Certains envisageaient déjà de reprendre des études, d'autres parlèrent de passer le permis. Quelques-uns restaient en retrait, mais tous, à leur manière, avaient commencé à habiter le lieu. Un après-midi, alors qu'il réparait une serrure avec un technicien local, Julien vit Maëva traverser la cour, un livre à la main, suivi de Malik qui tentait visiblement de la faire rire. Elle souriait légèrement. Il ne fit aucun commentaire. Il se contenta de reprendre son tournevis et d'achever son travail. Le centre vivait, et cela suffisait, pour l'instant. Le matin s'était levé sur le centre La Traverse avec une lumière grise, filtrée par un ciel épais qui semblait vouloir retenir la pluie encore quelques heures. L'air était lourd, saturé d'humidité, et les premiers bruits de la journée résonnaient doucement dans les pavillons. Des portes qu'on ouvrait, des tasses posées sur les tables, des pas feutrés dans les couloirs. Julien, comme chaque jour, faisait son tour du site. Il s'arrêtait parfois quelques minutes, vérifiant l'état d'un volet, écoutant les échos d'une conversation ou échangeant quelques mots avec un membre de l'équipe. Rien ne l'obligeait à le faire. C'était devenu un rituel, une manière de rester connecté au rythme du lieu. Aux abords du jardin central, il s'arrêta un instant. La brume s'accrochait encore aux arbres et la pluie commençait enfin à tomber, fine, discrète, régulière. Il marcha jusqu'à l'entrée du domaine, là où le portail en bois laissait entrevoir la route de gravier menant au village. Il allait faire demi-tour lorsque, au loin, il aperçut une silhouette, une jeune fille. Elle se tenait debout, près du petit arrêt de bus improvisé, sous une fine avancée de toit. Elle portait un sac en toile détrempé et tenait dans ses mains plusieurs feuilles qu'elle tentait désespérément de protéger de la pluie, sans grand succès. Julien s'arrêta net. La scène avait quelque chose de familier. Les gouttes tombant sur le sol, la posture repliée de la jeune fille, les gestes maladroits pour sauver quelques papiers sans importance. Il resta un instant immobile, observant sans intervenir, comme s'il voulait s'assurer de ne pas projeter un souvenir sur le présent. Mais non, ce n'était pas un mirage, ce n'était pas une répétition artificielle. C'était simplement la réalité, dans sa forme la plus banale et la plus urgente. Une personne sous la pluie, seule et en difficulté. Il s'approcha lentement. À mesure qu'il réduisait la distance, il vit que la jeune fille devait avoir environ 17 ans. Cheveux bruns attachés à la hâte, jean mouillé jusqu'aux genoux, veste trop légère pour la saison. Elle ne le vit qu'au dernier moment, relevant la tête brusquement. Elle semblait sur la défensive, prête à se replier à la moindre menace. « Tu attends quelqu'un » demanda-t-il simplement. Elle hésita, regarda autour d'elle, puis haussa les épaules. « Je devais voir une assistante sociale, mais elle ne viendra pas. J'ai raté le bus. Et maintenant, je ne sais pas trop quoi faire. » Julien hocha la tête sans la presser. « Tu viens d'où ?»« Chambéry. J'ai pris un train ce matin. »
puis un autre bus. Mais je ne connais personne ici. Elle m'avait dit que je pourrais visiter un centre. Je crois que c'est ici. Julien acquiesça. Ça va bien ici, et tu es la bienvenue, même sans rendez-vous. Elle le regarda comme si elle n'était pas sûre d'avoir compris. Sérieux? Oui, mais d'abord viens te mettre à l'abri. On parlera après. Il fit un pas sur le côté, l'invitant à marcher avec lui. Elle hésita encore un instant, puis accepta. Ils avancèrent en silence sur le chemin de gravier. La pluie tombait plus fort maintenant, mais cela n'avait plus d'importance. Julien l'accompagna jusqu'à la salle commune. Une éducatrice les rejoignit rapidement, prit le relais avec douceur. La jeune fille fut invitée à se sécher, à boire quelque chose, à poser son sac. Rien de plus. Julien resta à distance, observant sans intervenir. Il reconnaissait dans cette scène 1000 autres scènes. Il savait que ce moment d'accueil, s'il était bien mené, pouvait être le début d'un basculement. Pas une transformation spectaculaire, juste une ouverture, un espace, un souffle. Un peu plus tard dans la matinée, alors qu'il s'apprêtait à repartir en direction des ateliers, il aperçut une silhouette au loin. Elle se tenait sur le petit sentier qui longeait le terrain, à mi-chemin entre la forêt et le centre. Claire, elle n'avait pas changé, même silhouette élancée, même manière de se tenir droite sans rigidité, même calme dans les gestes. Elle portait un manteau noir, ses cheveux tirés en arrière. Elle observait le centre de loin, les mains dans les poches, sans s'avancer. Julien marcha vers elle sans se presser. « Tu es venu ?» dit-il, sans poser de questions. « Juste pour voir. Rien de plus. Je ne voulais pas entrer. Je ne voulais pas troubler ce qui est en train de naître ici. » Ils restèrent un instant en silence, regardant les bâtiments, les jeunes qui allaient et venaient, les membres de l'équipe, les allées désormais pleines de traces de pas. « Il y avait une fille ce matin sous la pluie, comme toi il y a des mois. Je me suis arrêté, je lui ai parlé, elle est entrée, elle est là maintenant. » Claire tourna légèrement la tête vers lui. « Alors tu as compris ?»« Oui, je crois que oui. » Elle sourit légèrement, presque imperceptiblement. Le cercle se referme. Ou plutôt, il continue. C'est ça qui compte. Julien regarda le ciel. La pluie s'était arrêtée. Les nuages se déchiraient lentement, laissant passer un peu de lumière. Rien de spectaculaire, juste le changement discret d'un moment à l'autre. « Tu vas revenir ?» demanda-t-il. « Pas tout de suite, mais je reviendrai. Pas comme avant, juste comme une parmi d'autres. Si le lieu me reconnaît encore, il te reconnaîtra. » Claire hocha la tête, puis elle fit demi-tour, empruntant le même sentier par lequel elle était venue. Julien la suivit du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse entre les arbres. Il resta encore un moment sur place, immobile, respirant l'air lavé par la pluie. Il pensa à tout ce qui avait été construit, à tout ce qui avait été transmis, au silence qu'il avait accepté, à la parole qu'il avait choisie. Le centre, la traverse, vivait désormais sans besoin de justification. Il n'était plus un projet. Il était un espace réel, habité, porté par des gestes simples, des engagements discrets, des regards sincères. Julien reprit son chemin. Un autre jour commençait. Et comme toujours, il serait là. Non pour diriger, non pour corriger, mais pour être présent, entièrement, authentiquement. Et cela, il le savait, suffirait.